Bonjour et bienvenue sur RTL, Eric Bonjour. Coquerel. Vous n'avez pas marre, vous? De quoi? Je sais pas, marre de voir des partis qui sont que des caricatures, des députés de tous bords qui sont que dans les postures, et au final, une assemblée qui pédale dans la semoule et rien qui n'avance. Non, je vous trouve injuste. Pourquoi? Parce que pour les gens qui ont suivi la commission, les débats étaient de qualité. On était en désaccord. Il y a un problème, mais qui n'est pas le nôtre, qui est celui de Monsieur Macron. C'est qu'il a nommé Michel Barnier, qui est appuyé sur une majorité qui n'en est pas une, Qui est très qui est relative. complètement éclatée. On l'a vu pour la commission, qui est divisée entre elles. Bon, du coup, ils peuvent pas faire passer le budget. Mais ça, c'est, j'allais dire, ça, c'est les conséquences du choix de Monsieur Macron quand il va respecter le suffrage universel en C'est la juillet. même chose dans l'autre sens. Non, pas vraiment, La majorité aurait été relative de la même Eh manière. bien oui, mais à la différence, c'est qu'on a prouvé depuis une semaine que nous avions une majorité potentielle pour notre programme. Après, le choix politicien des uns et des autres de voter une motion de censure ou autre, c'est une chose. Mais par contre, nous avons, dans la commission, fait adopter, et avec d'autres forces, je pense au MoDem notamment, nous avons fait voter pour 60 milliards de recettes où on a pris uniquement aux grandes entreprises multinationales, aux très riches, aux niches fiscales, et on a commencé à reverser pour tous les Français. Et ça, c'est une démonstration. Et ça a été rejeté. Et ça a été Donc rejeté. ça sert à rien. Donc tout ce qui s'est passé la semaine dernière ne sert à rien. On repart à zéro. Mais de toute façon, ce soir dans l'émission. Thomas Soto, comme vous suivez la vie parlementaire, vous savez très bien que quand on retourne à l'hémicycle, de toute façon, c'est avec le budget initial. Là, on a fait une démonstration. Et cette démonstration, à mon avis, c'est ce qui inquiète Michel Barnier, parce qu'il sait très bien que dans l'hémicycle, ça va recommencer. On va être à nouveau majoritaire. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas sur les mêmes amendements. Donc, on va détricoter son budget. Qu'est-ce qu'il fera dans ces cas-là? Il pourrait décider que finalement, il co-construit avec l'Assemblée. C'était ces mots, vous vous rappelez. Bon, là, manifestement, comme les amendements ne lui plaisent pas, on y est passé à autre chose. Il dit que c'est devenu insoutenable, des dizaines de milliards d'impôts supplémentaires qui conduiraient à fragiliser nos entreprises et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Les citoyens méritent du sérieux et de la responsabilité. C'est ce qu'il disait hier dans le journal du dimanche. C'est insupportable pour les très riches et ses amis, manifestement, parce que faut comprendre qu'on a repris quelques milliards, des dizaines, voire des centaines de milliards que Emmanuel Macron, soit par la fiscalité, soit par une logique économique, a distribué aux très riches, et c'est documenté. Ce que je vous dis, c'est documenté. Considérez qu'il y a les 500 plus riches personnes de ce pays ont vu leur patrimoine passer de 25% de la richesse nationale en 2017 à aujourd'hui 42%. Jamais on a vu des inégalités élevées pareilles. Donc on a été récupérer quelques milliards. Peu de choses, c'est pas l'enfer, c'est juste un purgatoire. Et au contraire, on a commencé à les redistribuer aux Français, notamment en supprimant l'augmentation de la taxe électrique qui était prévue par le gouvernement, et puis en réduisant la TVA sur des produits de première nécessité, par exemple en Outre-mer et autres. Donc au contraire, on a fait œuvre inverse à ce que dit monsieur. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Il va se passer quoi, là, Eric Coquerel? Il y aura une motion de rejet que vous allez présenter aujourd'hui? Oui, on sait qu'elle passera pas. Elle passera et pas. On n'a pas envie qu'elle passe, pour tout vous dire. On va l'utiliser. Oui, je vous explique. Ne faites pas ça. On va utiliser le temps. Mais j'en reviens à ma question au début, vous n'en avez pas marre, quoi. Vous nous dites, on va poser une motion de rejet, on sait qu'elle va pas passer, et en plus on sait qu'elle va pas passer. Le Rassemblement national a dit qu'il la voterait pas, donc elle va pas passer. Nous, de toute façon, on veut le débat. On veut le débat parce qu'on sait qu'on est majoritaire pour faire passer les amendements. Et puis on veut pas faire le cadeau au gouvernement de pouvoir passer directement un budget au Sénat et puis de ne pas avoir recours au 49.3. Parce que s'il y a 49.3, il y a motion de censure, et là, il y a une chance d'arrêter les frais, quoi. Donc vous voulez le débat, mais vous déposez une motion qui est là pour empêcher le débat. On pose une motion parce qu'il faut comprendre qu'elle nous donne 10 minutes de temps de parole et que c'est pas trop pour justement arriver à expliquer en quoi ce budget est mauvais. Mais pour comprendre les choses, cette motion ne sera pas votée, donc on va débattre. Nous, on veut débattre. On ne veut pas bloquer le débat, comme j'ai entendu M. Barnier le dire. Et on veut faire en sorte de pousser le gouvernement soit à accepter sa défaite, parce qu'on gagnera à la fin, soit à mettre un 49.3 qui nous permettra de faire une motion de censure. Et on verra bien ce que fait le RN dans ces cas-là. L'objectif, c'est vraiment de faire tomber le gouvernement sur ce budget? Bien sûr, parce que c'est un budget qui est très mauvais pour les Français. Cette politique économique qui vise depuis 2017 à favoriser les revenus du capital, soi-disant pour ruisseler sur l'économie, il n'y en a pas trace. C'est une politique qui doit s'arrêter. On doit redistribuer l'argent. On doit faire une réforme fiscale en faveur de 90% des Français. Et puis, on doit aussi, au-delà de réduire le déficit, investir. Considérer qu'au niveau écologique, c'est une catastrophe. Il manquera 50 milliards d'investissements de l'État en 2030 pour ne serait-ce qu'atteindre les objectifs climat. Et croyez-moi, je pense que la dette écologique, elle est bien plus dramatique que la dette financière. Eric Coquerel, pour retrouver un peu d'oxygène, pour remplir ses caisses, l'État doit-il vendre ses bijoux de famille? Non, mais sûr que non. Et là, c'est la suggestion de Gérald Darmanin et d'Olivia Grégoire. Mais ça, je trouve que c'est une démonstration pédagogique. Parce que si on baisse les dépenses publiques et si on baisse les dépenses sociales,
D'accord ? Évidemment, c'est une politique d'austérité, mais c'est fait aussi pour que certains Français aillent chercher dans le privé ce que l'État leur permettait d'avoir gratuitement ou en tout cas à peu de frais. Bien. Donc c'est un transfert vers le privé de services publics et autres. Et cette privatisation voulue par certains, c'est la démonstration. Donc on comprend bien, en fait, c'est ça la possède volonté. 180 milliards dans des entreprises cotées et il dit vendons-en 10%. Voilà. Oui, je refuse qu'on privatise l'État. Voilà. Parce que je pense que c'est le but final, c'est de passer une partie de l'éducation, de la santé, tout ce qui rapporte. C'est pas le sujet, là on parle de la FDJ, on parle d'Orange, on parle de Stellantis. Bien sûr. Est-ce que l'État a besoin d'être actionnaire de Stellantis aujourd'hui ? Je pense que l'État a besoin d'être actionnaire, par exemple, d'un secteur stratégique comme celui de l'automobile, d'accord, qui, on le voit, est en crise. Je pense que c'est bien que l'État soit actionnaire. En plus de ça, en général, ça lui rapporte plutôt ses actions plutôt que de les vendre, parce que je vous fais remarquer que les dividendes et les bénéfices de ces actions sont plus importants en général que le fruit de la vente. Hein, c'est la bêtise qu'on avait failli faire avec les aéroports. On avait failli vendre pour 10 milliards nos investissements, nos actions, alors même que les intérêts nous permettent de gagner plus. Donc c'est bien une logique idéologique et de transférer au privé des choses que le public normalement assure. Et est-ce que l'État a raison d'entrer au capital du groupe qui fabrique le Doliprane ? Oui, moi je pense même qu'il faut nationaliser. Nationaliser ? Oui, il faut nationaliser. Sanofi ? Non, pas Sanofi. Je parle de Orpella, qui est la société filiale. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien avec l'histoire de Doliprane que le médicament, c'est pas un bien comme un autre. C'est pas un bien qui peut être soumis aux intérêts uniquement du marché, des actions à court terme, etc. Il faut faire en sorte qu'on ait par exemple une souveraineté, chacun le comprendra, sur des médicaments essentiels. Donc il faut un pôle public du médicament. Peut-être pas tous les médicaments, mais il faut un pôle public du médicament pour assurer ne serait-ce que nous ayons les médicaments nécessaires à la santé des Français. Donc je pense qu'il serait bien d'envisager la nationalisation d'Orpella. Et du coup, ça ne va pas arranger les finances publiques, ça ? Peut-être, mais peut-être qu'à terme, c'est peut-être un investissement rentable. Parce que figurez-vous, quand tout d'un coup, on se retrouve sans Doliprane, comme même il y a quelques années, parce qu'on fabriquait même plus les Doliprane à un moment donné, et que manifestement, c'est un problème de santé, je pense qu'à court terme, c'est mauvais. Puis réfléchissez bien une chose. Qu'est-ce qui permet d'acheter le Doliprane ? Qu'est-ce qui fait le chiffre d'affaires du Doliprane ? C'est la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on fait en sorte, c'est nous en commun qui produisons l'argent pour pouvoir acheter les médicaments et des gens font des bénéfices dessus, c'est peu acceptable. La dernière question, parmi les entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et qui devraient donc payer la contribution exceptionnelle, il y a Amazon. Le patron d'Amazon France sera l'invité d'Amandine tout à l'heure à 8h15. Vous lui dites quoi, ce monsieur ? Je lui dis qu'il est peut-être temps de payer ce qu'il doit à l'État français, c'est-à-dire des impôts normaux. Pourquoi voudriez-vous que le petit commerçant lui paye ses impôts et que des entreprises de ce type, par des prix de transfert, par des optimisations fiscales, payent finalement peu d'impôts dans ce pays ? C'est anormal. Mais on peut cohabiter dans ce pays avec aussi des gens comme Amazon qui créent... Il y a 24 000 emplois salariés en France, Amazon. Oui, mais à partir du moment où il accepte les règles qui s'appliquent à toutes les entreprises françaises. Quelle est la morale, quelle est la logique qui voudrait que ces entreprises-là échappent à l'impôt ? Est-ce que c'est parce qu'ils font moins de bénéfices ? Non. C'est parce qu'ils peuvent jouer avec des prix de transfert en déclarant des bénéfices là où ça les arrange dans les pays à fiscalité privilégiée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait passer une taxe, la taxe dite Zucman du non-économiste, qui rapporterait 26 milliards et qui permettrait de regarder là où les bénéfices se font pour finalement payer l'impôt normal dans le pays où vous faites vos richesses. Merci Eric Coquerel, il y a donc de la morale en politique. Et bien sûr, il y a de la morale. Le directeur général d'Amazon France vous répondra donc tout à l'heure à 8h15. Eric Coquerel, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. Diable.